Donc, bienvenue à tous pour cette table ronde sur le thème de l'art et la science dans l'univers de la saga Alien. Donc, ce soir avec nous, vous aurez plusieurs invités pour cette table ronde. Donc, Roland Lehoucq, astrophysicien du CEA, qu'on connaît notamment par rapport également aux Utopiales à Nantes, par rapport à la science-fiction. Nous avons Christopher Robinson, qui est maître de conférence à l'École Polytechnique et qui est spécialiste en science-fiction et fantastique en littérature. Oui, et N'hésitez cinéma. pas à compléter. Et cinéma. Et cinéma. Et Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, que certains ont peut-être déjà vu chez nous pour d'autres conférences. Nous espérons voir arriver Frédéric Landragin, qui devrait être parmi nous, qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille sur la linguistique, qui pareil pourra davantage se présenter quand il sera présent avec nous. Et également Raphaël Thomas, qui est directeur d'édition à La Ville Brûle. Donc, comme je vous disais, cette conférence est enregistrée. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à couper vos caméras pour qu'on puisse voir donc, les intervenants. Et puis, vous pourrez communiquer avec nous via le chat, notamment, pour nous poser des questions. Et enfin, donc, à la fin de l'heure, vous pourrez également interagir avec eux directement. Voilà, je laisse la main à nos hôtes du jour. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais commencer parce que finalement, je ne sais pas dans quel ordre. Enfin, si, il y avait Landragin au-dessus de moi dans la liste. Je vois au-dessus d'Élodie. Après Lehoucq, c'est moi. Après, ce sera Chris et Jean-Sébastien. Faisons cet ordre-là. Oui, je commence d'autant plus facilement que, effectivement, l'art et la science dans Alien, il y a pas mal d'éléments de science, mais c'est vrai que c'est le personnage central, c'est l'alien. Et c'est surtout Jean-Sébastien qui va nous parler de l'alien. Et il y a des éléments de contexte artistique, parce que bien sûr l'œuvre d'Alien est fondée sur un travail d'un artiste, notamment de cet artiste, plus évidemment du réalisateur, de l'artiste Hans Rudi Giger, dont nous parlera bien volontiers Chris Robinson. Et puis il y a des éléments que je qualifierais de plus périphériques, puisque les parties visuelles sont très fortes, l'alien lui-même est un personnage extrêmement fort, mais il y a des parties que je qualifierais de plus périphériques, mais qui ont une importance, comme bien souvent dans les mondes de fiction. La première, pour laquelle Frédéric nous rejoindra peut-être, ça concerne les droïdes, les androïdes, l'intelligence artificielle, les robots parlants, les robots humanoïdes qui parlent, etc. Donc ça, Frédéric nous en parlera quand il sera là, et qui est un élément important de la saga, puisqu'évidemment, il y a des plot twists, comme on dit, qui sont dus à la présence de ces androïdes. Et puis moi, comme physicien, je traite les parties que je qualifierais aussi de plus périphériques, mais qui sont toujours importantes dans un monde de science-fiction, comme peut l'être la saga Alien, qui sont d'une part les planètes, puisque ça se passe sur d'autres mondes, cette histoire se passe sur d'autres mondes, sur d'autres planètes, évidemment, les vaisseaux, puisque ces humains, pour aller sur ces autres mondes, ils utilisent des vaisseaux. Et puis, un détail dans les vaisseaux, c'est que pour aller dans ces planètes qui sont souvent des planètes lointaines, eh bien, soit il faut des vaisseaux très rapides. Alors, on nous donne dans certains éléments d'Alien, il y a des valeurs qui sont données, il y a des éléments qui sont donnés. Dans d'autres, il n'y a rien. On nous dit juste qu'il y a le Nostromo, qui allait être une sorte d'énorme cargo interstellaire. Et pour éviter que la durée du voyage ne pèse trop à l'équipage, eh bien, on endort les gens, donc il y a les aspects d'hibernation. Donc voilà les trois thèmes que moi j'ai traités dans notre collaboration, dans notre ouvrage: les planètes, les vaisseaux et l'hibernation. Donc je vais dire deux mots des planètes et des vaisseaux, parce que comme astrophysicien, c'est les choses les plus naturelles, et puis ça permettra de laisser, enfin naturel dans mes compétences, qui rentrent le plus naturellement dans mes compétences. Comme ça, je laisserai la parole à mes camarades pour qu'ils aient le temps aussi de raconter des choses, de sorte qu'il y ait aussi du temps pour échanger avec le public. Et donc, ce qu'on peut dire sur les planètes, essentiellement, c'est qu'évidemment, c'est un élément central en science-fiction. La planète, c'est un autre monde où il se passe des tas de choses. Et la saga Alien, il y a
un certain nombre de planètes. Et on cite un système qui s'appelle le système dit de Zeta Reticuli. Zeta, c'est la lettre grecque zeta. Reticuli, c'est le génitif de la constellation du réticule, une constellation de l'hémisphère sud qui a été nommée par Lacaille. Enfin, c'est des noms de constellations un peu bizarres, hein, les constellations de l'hémisphère sud ont été nommées au 19e siècle, avec des noms des fois un peu curieux, le télescope, le réticule, le microscope. Bon, il y a le réticule, qui est un élément du télescope, et c'est une étoile qui existe vraiment, c'est une étoile double qui existe vraiment, et c'est vers ce système-là que se dirige le Nostromo, enfin qu'évolue le Nostromo. Et donc c'est un système, une étoile double, donc ça, les étoiles doubles, ça existe vraiment, les étoiles doubles, c'est-à-dire deux étoiles, l'une et l'autre tournant autour de leur centre de gravité commun, et éventuellement avec des planètes, donc des choses comme ça existent vraiment. Je ne vais pas épiloguer longuement, c'est juste pour lancer un peu des pistes. Donc les planètes qui sont, disons, décrites ou mises en scène, même sans trop grand de détails autres que purement visuels dans la saga Alien, évidemment, sont des planètes qui, disons, satisfont, en tout cas, ne sont pas complètement hors du champ de ce que l'on sait actuellement des exoplanètes, donc ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, et dont on dénombre actuellement, mais ça change à peu près tous les mois, on vit plus de 4700 exoplanètes. Bon, de temps en temps, dans Alien Covenant, par exemple, on donne quelques précisions sur la planète qui est abordée. On donne sa gravité, on donne sa masse, on donne son rayon. Et on peut vérifier la cohérence de tout ça. C'est toujours assez amusant, hein. Ça, c'est à titre d'exercice, de voir est-ce que les nombres qui sont donnés sont plausibles, cohérents entre eux. Il y a effectivement une assez bonne cohérence, hein, dans les valeurs, quelques petites incohérences, mais des fautes idiotes, si j'ose dire, ou des oublis, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques petites incohérences. Mais donc, du coup, on a des planètes qui sont tout à fait disons, cohérentes avec ce que l'on peut imaginer être un monde habitable. En fait, en pratique, ça ressemble, ces planètes, malgré tout, par leur taille, leur gravité, leur composition atmosphérique, beaucoup à la Terre. C'est comme le plus simple, hein, pour faire une planète disons, qui fonctionne, de faire une manière de décalque de la Terre pour qu'elle soit habitable et que les humains puissent évoluer sans trop de problèmes, parce que c'est ça aussi, hein, la question, c'est que ces humains, ils arrivent et ils évoluent sans trop de problèmes. Bon, des fois, ils ont des pratiques un peu douteuses sur des mondes extraterrestres, hein. Ils enlèvent leur casque assez facilement dès qu'ils constatent, mais ça, Jean-Sébastien pourra nous en parler, ils arrivent, ils constatent que l'atmosphère est respirable et hop, ils enlèvent leur casque. Je ne recommande pas cette pratique, je ne la recommande pas du tout. L'air est respirable, c'est déjà un point. On est content quand l'air est respirable, c'est un point. Mais on ne sait pas le genre de pathogènes qu'il pourrait y avoir, le genre de trucs, d'aérosols, de pathogènes variés. Bref, il vaut mieux se méfier. Mais enfin, en tout cas, bon, les mondes qui sont décrits sont assez voisins, pour ne pas dire identiques, mais assez voisins de la Terre. Pour le voyage, évidemment, il y a des vaisseaux qui sont montrés. Alors, dans le tout premier Alien, il y a simplement le Nostromo, puis après, tout se passe à l'intérieur. On ne dit pas grand-chose, finalement, du Nostromo. On le voit. On voit une navette qui part du Nostromo pour atterrir sur la planète où il y a le signal de détresse qui est émis. Mais dans Prometheus, il y a des informations qui sont données. Le Prométhée, justement, on donne des informations sur la distance qu'il doit parcourir. On nous dit qu'il doit parcourir 3,27 10 puissance 14 km. Hein, c'est ce qui est écrit sur le film, hein, quand vous regardez les premières images du film, c'est écrit explicitement. C'est une assez grande distance, hein, ça fait à peu près 34 années-lumière, donc le vaisseau il a fait une bonne distance, hein, c'est 34 années-lumière, c'est pas mal. Et puis on nous dit, l'androïde qui s'appelle David 8, il annonce à la responsable de la mission, qui s'appelle Meredith Vickers, il annonce au début que le voyage a duré 2 ans, 4 mois, 18 jours, 36 heures et 15 minutes. Alors là, c'est la précision ultime. Enfin bon, un peu plus de 2 ans, on va dire presque 2 ans un tiers, disons 2 ans un tiers, un peu plus que 2 ans un tiers. Bon, pour franchir 34 années-lumière en 2 ans un tiers, hein, si on divise 34 par 2, on va dire pour faire rond, ça fait 17 fois la vitesse de la lumière. On se rend compte qu'il y a un problème. Alors, ça permet d'aborder des questions qu'on pourra détailler tout à l'heure, des questions de comment c'est possible. En fait, c'est possible parce que la durée qu'a dû annoncer l'Android, eh bien, c'est probablement la durée propre, celle qui est mesurée par les passagers du vaisseau, et non pas la durée mesurée par des passagers, pas des passagers, par des observateurs terrestres, et que cette durée de 2 ans et un peu plus, eh bien, elle peut être beaucoup plus courte. Donc la durée propre du voyage, mesurée par les passagers, peut être beaucoup plus courte que celle mesurée par un observateur terrestre à cause du phénomène qu'on appelle dilatation des durées. Donc ça permet de rentrer dans de la physique relativiste et de dire que finalement cette valeur, elle est possible, hein, parcourir 34 années-lumière en 2,3 ans de temps propre du vaisseau, c'est assez raisonnable, mais il faut pour ça avoir un vaisseau qui atteint une vitesse extraordinairement proche de la vitesse de la lumière. Et pour être sûr de l'atteindre, cette vitesse extraordinairement proche dans la durée si brève, la durée propre si brève, eh bien, il faut quand même qu'il accélère à une accélération un peu désagréable. Bref, les nombres ne sont pas
complètement rédhibitoirement ridicules, ils sont cohérents avec la physique, mais une fois de plus, je crains que les passagers en aient pris plein les mirettes, si j'ose dire, pendant l'accélération. De ce point de vue-là, le Venture Star qu'on trouve dans Avatar, hein, on nous donne aussi la distance qu'il parcourt, on nous donne aussi la durée qu'on peut supposer être la durée propre, hein, celle mesurée par les passagers, eh bien, est beaucoup plus crédible. Et c'est un vaisseau qui est finalement plus crédible que les vaisseaux qu'on voit dans la saga Alien. Enfin, en tout cas, quand on a des informations détaillées sur ce vaisseau. Pour le reste, bon, on voit le Nostromo, c'est un énorme vaisseau. On comprend qu'il a l'air plutôt lent, parce qu'évidemment, c'est un gros vaisseau, donc on imagine comme un gros tanker qui avance assez lentement, assez majestueusement entre les étoiles, et que pour ça, eh bien, il faut que les passagers soient endormis. C'est d'ailleurs le cas aussi dans Prometheus, hein, les passagers sont endormis. Ça, c'est une solution aussi classique, hein, pour que, après tout, plutôt que de faire tenir les passagers même 2 ans et demi dans le vaisseau, bah, autant les mettre en animation suspendue, en stase, enfin on trouve un peu toujours les noms en biostase, en sommeil cryogénique, voilà un peu tous les noms qu'on entend parfois dans la science-fiction, et qui permet de vaincre finalement l'ennui et la gestion d'avoir des humains vivants. Alors ils sont vivants, mais ils sont dans un état métabolique ralenti qui permet probablement, on imagine, de simplifier un peu la gestion de ces humains, notamment ne serait-ce que l'idée qu'ils ne vont pas se taper sur la gueule pendant qu'ils sont en train de dormir. C'est déjà un point, parce que les problèmes en 2 ans et demi dans le même vaisseau, on le voit d'ailleurs, hein, des fois ça frite un peu, ils ne sont pas tous d'accord entre eux dès qu'ils se réveillent. Et d'où l'intérêt du fameux personnage dans le Alien premier, et dont nous parlera Frédéric certainement tout à l'heure, de Maman, cette intelligence artificielle qui gère le vaisseau, qui le pilote, qui s'occupe des humains, et avec un nom prédestiné, hein, finalement, parce qu'elle est vraiment, elle s'occupe des humains comme si c'était ses petits, comme si c'était sa portée. Et donc, c'est assez intéressant. Il y a un certain nombre d'autres films, hein, on le voit dans Avatar aussi, on le voit dans un film qui s'appelle Passenger de Morgan Tyldum de 2016 aussi, on voit des personnages qui sont en animation suspendue. Bon, c'est assez canonique, hein, pour éviter l'ennui d'un long voyage, même à vitesse très très proche de celle de la lumière, d'un long voyage, on met les gens en animation suspendue. Alors très souvent, on voit des couvercles qui s'ouvrent avec un peu de vapeur, de buée ou de l'eau, de condensation. Ça laisse supposer qu'on les a mis dans le froid, qu'on les a refroidis. Effectivement, il y a cette idée d'utiliser le froid pour suspendre le métabolisme qui remonte à longtemps, hein. Et le médecin grec Hippocrate suggérait déjà de placer les soldats blessés dans la neige. Vous voyez, c'était pas idiot, mais enfin encore faut-il avoir de la neige sous la main. Il faut être blessé dans la neige, hein, sinon ça va moins bien pour vous. Et donc voilà, l'idée de froid, c'est utilisé aussi en médecine, en chirurgie, hein, de refroidir des organes, de refroidir un corps humain pour faire mener des opérations particulièrement délicates, notamment des opérations sur le cœur. Et donc, ça permet, voilà, de discuter, je ne vais pas épiloguer longuement là-dessus, mais de discuter aussi dans la vraie vie. Il y a des êtres vivants terrestres, hein, qui sont capables de survivre à des températures négatives, où l'eau est solide, mais eux-mêmes sont encore vivants et leur fluide corporel reste liquide parce qu'ils ont une manière de une protéine antigel, enfin ils ont des adaptations qui leur permettent de survivre à ces conditions extrêmement froides. Et puis bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de conclure sur la partie cryogénie, sur le Cryonics Institute, qui a été fondé par un Américain qui s'appelle Robert Ettinger, et qui a imaginé que l'on puisse congeler des personnes, et contre argent, contre espèces sonnantes et trébuchantes, les congeler. Des gens, là, ils sont congelés post-mortem en général, donc ils croient 2 fois, ils croient à 2 choses. Le 1, c'est que quand on les décongélera, il restera quelque chose d'utilisable, et que le 2, on sera capable de faire une manière de résurrection, parce qu'ils sont congelés morts, mais dans l'espoir d'une hypothétique résurrection une fois qu'on le décongélera. C'est une façon très sophistiquée, très coûteuse et très peu écologique de se faire enterrer. La moins coûteuse et la plus écologique, c'est de se faire fossiliser. Je pense que mon camarade de Steyer approuvera. Se faire brûler, ça met du CO2 dans l'atmosphère, donc c'est pas très correct écologiquement. Et se faire enterrer, c'est une autre solution, mais c'est assez coûteux aussi. Bon, enfin voilà. Donc voilà le genre de petites choses qu'on peut s'amuser à raconter dans un film comme Alien, évidemment. Dans une saga comme Alien, ce sont des petits à côté qui donnent l'ambiance, hein, générale dans le vaisseau, l'ambiance pour les membres de l'équipage, tout ce qu'ils doivent subir finalement comme contrainte. Bon, et après, il y a bien sûr les éléments les plus visibles du film. Je vais laisser la parole alors à qui voudra la prendre. J'ai plus l'image d'Élodie pour savoir qui est derrière, qui est après moi, hein, si c'est dans la liste, hein, qui était derrière, hein, si c'était Jean-Sébastien ou Chris. Enfin, voilà, c'était Christopher, c'était Chris. Bon, alors il y a les 2 éléments qui sont très emblématiques sur lesquels on va venir maintenant, après avoir
après avoir discuté pendant une douzaine de minutes, eh bien, les éléments visuels, hein, l'esthétique d'Alien, hein, qui est extrêmement intéressante, à la fois mécanique, bien sûr, mais Christopher le dira plus, on le voit très bien dans un vaisseau. C'est pas un vaisseau, il y a des arbres, hein, c'est un vaisseau, en tout cas, le Nostromo, c'est assez clair, c'est un vaisseau industriel, hein, vraiment un vaisseau industriel, et en même temps des éléments très biomécaniques, enfin, de l'œuvre de Giger dont va nous parler Chris, et puis Jean-Sébastien qui nous parlera vraiment de la vedette du film, enfin l'air de rien, à part Ripley, quand même, Ripley c'est quand même la vedette, on a beau dire, hein, c'est la vedette, mais il y a quand même Alien qui lui rend la parole, et sans bon méchant, il n'y a pas de bonne gentille, donc les deux font la paire. Voilà, je laisse la parole à Chris, merci à vous. Roland, je me permets juste de Oui. préciser qu'il y avait 2 petites questions dans le Ah, chat. bon, si je peux y répondre maintenant, si c'est pas trop long, bien sûr, pour laisser la parole à Cameron. Pendant qu'on est en fait dedans, donc quelqu'un nous demande si les étoiles doubles ne posent pas problème quant à l'existence de planètes pouvant accueillir la vie humaine, notamment par rapport à la gravité. Alors, les étoiles doubles, le problème qu'elles posent essentiellement, c'est la question de la stabilité de l'orbite des planètes qui évoluent dans le système à 2 étoiles. Elles ne peuvent pas être trop n'importe où. Dans le cas du système solaire, elles peuvent être un peu à n'importe quelle distance. Évidemment, elles subissent les influences mutuelles les unes les autres, hein. Si vous êtes trop près de Jupiter, il va vous arriver des problèmes. Vous allez être dégagé ou voilà, il va y avoir un problème. Mais disons qu'à part ça, vous pouvez être un peu n'importe où, à n'importe quelle distance du Soleil. Il n'y a pas vraiment de règle. Tandis que si vous êtes dans un système double, pour que votre orbite soit stable, durablement stable au sens de milliards d'années, de sorte qu'éventuellement de la vie puisse apparaître à la surface de cette planète, eh bien, il faut être soit proche de l'une des 2 étoiles et loin de l'autre, donc tourner autour de l'une, tourner autour de l'autre, ou tourner autour des 2 à la fois. Et des 2 à la fois est assez lointain. Donc, il n'y a pas d'impossibilité pratique, hein, et donc ensuite il faut qu'évidemment, comme vous avez 2 étoiles, eh bien, il faut que le flux lumineux soit pas si intense que la planète soit trop chaude ou si faible que la planète soit trop froide. Bref, il y a quand même des conditions à respecter pour que la planète soit habitable, qu'elle ait une atmosphère aussi, etc. Mais il est possible d'avoir des orbites stables sur des milliards d'années dans un système double sans aucun problème, et on en connaît dans les 4700 exoplanètes dont je parlais tout à l'heure. Il y en a un certain nombre, hein, des dizaines et peut-être même des centaines, qui sont dans des systèmes multiples, hein. On a même des planètes dans des systèmes à 6 étoiles, c'est le cas ultime, hein. Mais voilà, donc on sait tout à fait, il n'y a pas d'impossibilité. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué, bien sûr. Et une deuxième petite question qui était une clarification, je pense, c'est plus on approche de la vitesse de la lumière et plus le temps ralentit? Alors, il ne faut pas tellement que le temps ralentisse, parce que ça serait l'idée que le temps est une sorte de fleuve qui s'écoule et puis on peut aller plus ou moins vite. Non, c'est les durées, donc l'intervalle de temps, la durée qui sépare 2 événements dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Et donc, si on prend 2 événements qui sont le départ du vaisseau et 2 événements arrivée du vaisseau, la durée qui sépare ces 2 événements, elle va dépendre de l'état de mouvement de l'observateur. Soit l'observateur est sur Terre, il fait cette mesure, il trouve quelque chose, soit l'observateur est dans le vaisseau, il fait cette mesure et il trouve autre chose. Et ce n'est pas plus scandaleux que de constater que quand on va de Paris à Marseille, la distance que l'on mesure, l'intervalle d'espace que l'on mesure entre Paris et Marseille va dépendre du chemin que l'on suit. Si on va de Paris à Marseille en allant par Lyon ou de Paris à Marseille en passant par Bordeaux, la distance n'est pas la même. D'accord ? Donc c'est simplement dire que le chemin spatio-temporel, cette fois-ci la toute petite subtilité, c'est qu'on se déplace dans l'espace et dans le temps, et que le chemin spatio-temporel, la longueur de ce chemin spatio-temporel, c'est la durée mise par l'observateur pour le parcourir, et que la longueur du chemin dépend du chemin suivi. C'est une évidence, on le dirait en géométrie habituelle, mais dans l'espace-temps, évidemment, ça procure cette petite sensation bizarre de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il y a moins de temps écoulé dans le vaisseau. La durée est plus courte dans le vaisseau que pour Terre. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vérifié, hein, c'est-à-dire c'est pas une hypothèse, hein, ça l'a été au début, mais ensuite ça a été vérifié avec une très grande précision. Le système GPS fonctionne notamment sur cet effet-là. Donc sans cette compréhension fine de la dilatation des durées par le mouvement, il y a aussi la dilatation gravitationnelle par le champ de pesanteur. Il y en a 2 effets pour le GPS. Sans cet effet-là, ces 2 effets-là compris finement, le GPS, ça ne fonctionne pas. Voilà. Pour dire plus brutalement, si on ne comprend pas cet effet, l'erreur que fait un système de localisation par satellite comme le GPS, c'est 12 km par jour. Chaque jour, votre position dans son système se décale de 12 km. Donc inutile de vous dire que ce n'est plus un système de géolocalisation par satellite. Et donc, pour atteindre la précision que l'on connaît au GPS, il faut explicitement tenir compte de ces effets relativistes, dont cette fameuse dilatation des durées. Pour les satellites, la durée propre mesurée par les horloges atomiques à bord des satellites en orbite autour de la Terre qui font le réseau GPS ou le réseau Galileo
est légèrement plus courte que les durées propres mesurées sur Terre. Et il faut tenir compte de ça se chiffre en millionièmes de secondes par jour, l'écart, les durées, ça se chiffre en seulement millionièmes de secondes par jour. On dit, il se fout de notre gueule, on s'en fout. Non, en un millionième de seconde, la lumière parcourt 300 mètres, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Donc effectivement, faut pas tellement dire le temps ralenti, hein, c'est tout ça est parfaitement pareil. Les horloges sont les mêmes, tout fonctionne de la même façon. Et donc, c'est tout à fait pareil, quoi, finalement. Donc, il y a les mêmes principes, les horloges fonctionnent de la même façon, mais simplement, les mesures sont différentes. Et connaissant l'état de mouvement d'un observateur par rapport à un autre, alors on peut recoller les mesures et constater que finalement, tout le monde est d'accord, mais n'a pas mesuré la même chose. Voilà. Merci Roland. Avec plaisir, avec plaisir. Christopher, je vous laisse nous parler de Giger et de sa créature. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, je viens de recevoir un message de Frédéric Landragin qui a un Wi-Fi en panne, donc il ne peut pas nous joindre. Mince. Voilà, donc ça explique son absence. Donc oui, bonjour, en fait, mon approche est très différente que mes collègues. Je suis un littéraire et un spécialiste aussi en cinéma. Et en fait, ce qui m'intéresse dans le film avec Giger, c'est le plus que j'ai commencé à faire la recherche sur l'artiste et sur le film, j'étais impressionné par le fait qu'il n'était pas seulement le dessinateur qui a fait des images qu'on voit dans le film, avec par exemple Alien, bien sûr, mais aussi le pilote extraterrestre. Mais en fait, chaque étape de le système de vie, de système de reproduction de Alien a été influencé visuellement, mais aussi fonctionnellement par l'œuvre d'artistes et depuis longue date. Et c'est comme si, en fait, en travaillant sur Alien, elle a reproduit son propre univers, elle a retravaillé son propre univers. Et cet univers a été une grande influence sur le scénariste Dan O'Bannon, ainsi que sur Ridley Scott. Donc, je propose de vous montrer quelques images. Je ne vais pas faire tout le PowerPoint, mais je vais quand même partager avec vous les images. Et je dirais une autre chose, c'est qu'on peut diviser le film en 3 parties. Donc, il y a une sorte de prologue où tout le monde, tous les équipiers se réveillent et découvre qu'il y a une sorte de message, peut-être un SOS, qu'il devrait aller investiguer. Et puis après, il découvre les œufs. Après ça, ce qui suit dans le film, le récit suit le système de reproduction de la créature. Et puis, on arrive à la troisième partie où il y a le alien adulte qui poursuit les membres de l'équipage et surtout Ripley. Mais commençons par regarder quelques images. Est-ce que tout le monde peut voir l'image là? Elodie, oui, on voit. OK. Donc voilà, c'est une image de Giger, le père de Alien, comme on dit. Et là, tout a commencé en fait avec Dune. Giger a travaillé sur Dune avec le scénariste Dan O'Bannon. Et là, par contre, je vais sauter un peu des choses. Et on va commencer de parler de ses dessins. Et donc, au début, il était embauché pour faire le vaisseau dont parlait Roland, qui montre des aspects qui sont à la fois biologiques et mécaniques. Et donc, ce qu'on voit, c'est que d'abord, le vaisseau est bien ancré dans son paysage et que si on regarde le vaisseau de peu près, on va voir que ressemble sur la surface un Zeppelin, donc, dirigeable
de Première Guerre mondiale. Et on va voir que si on regarde les croquis du paysage, on va voir que, en fait, c'est très magmatique. Et pourquoi ça? Bah, d'une part, c'est le style de Giger qu'il avait déjà développé depuis des années, mais c'est aussi parce que lui, il imaginait qu'il y avait sur la planète une catastrophe, un cataclysme global, et on soupçonne que ce cataclysme était de nature d'une guerre nucléaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, si c'est suffisamment grande, mais si on voit au centre de ce paysage, on voit l'image de ce qui ressemble le torse, le bras et la tête d'un pilote type militaire qui est ancré dans ce paysage magmatique. Si on regarde les dessins pour le vaisseau, on voit que ça ressemble, voilà, à un dirigeable. Et d'ailleurs, le fait que son œuvre soit monochromatique, ça donne d'autant plus d'impression que on est en train de regarder des images qui viennent de la Première Guerre mondiale. Si on voit dans le pilote, on le dit le space jockey, mais voilà, je vais dire le pilote, on va voir pareil que à l'intérieur, il y a ce qui ressemble être des ressorts et des autres mécanismes tout à fait mécaniques, mais on voit aussi ce genre de paysage ou biomécanique, c'est-à-dire qui mélange le biologique avec le mécanique. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, ce pilote, il a des origines qui datent des années 60. Donc voilà une image, un dessin que Giger a fait dans les années 60. On voit surtout celui-là qui porte ce qui ressemble à un masque à gaz. Et pourquoi un masque à gaz? On va voir parce que c'était lié avec la guerre atomique. On va voir qu'il y a un autre qui porte le tube qui porte l'oxygène. En fait, ici, ressemble à un postiche, c'est-à-dire la barbe métallique égyptienne. Et en fait, Giger a été fasciné par tout ce qui était de l'ère égyptienne. Et d'ailleurs, si on retourne sur cette image-là, dans le scénario d'origine de Dan O'Bannon, c'était en fait une pyramide. Donc voilà encore des échos égyptiens. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un mélange de l'ancien et de moderne, parce que cette technologie biomécanique est bien au-delà de la technologie qu'on peut envisager à faire nous-mêmes à ce jour. Donc, c'est un mélange de lointain futur et de l'ancien passé. Là, il a fait, je vais vous montrer, il a fait plein des images de ce type. Mais voilà le tableau que Ridley Scott a choisi pour le modèle du pilote. C'était cette figure-là. Et si on regarde, il a ce qui ressemble de nouveau à une sorte de postiche. Une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la façon dont il est complètement imbriqué dans les autres corps, les autres objets. Et c'est pareil dans son siège. Voilà, regarde. On ne voit pas où sont ses pieds. On ne sait même pas s'il a des pieds. Elle est complètement intégrée dans ce... On présume que c'est pour la navigation, mais ce fauteuil et son instrument de navigation fait plusieurs objets, mais les frontières entre les objets différents sont impossibles à discerner. Donc, si on regarde à peu près la sculpture qui a fait Giger d'ailleurs, on voit cet étrange proboscis, ce trombe, et on ne sait pas trop ce que c'est. D'une certaine manière, ça ressemble à le facehugger, l'étreigneur de visage, qui va venir plus loin. Mais on peut envisager aussi que c'est une espèce de quelque chose pour respirer. Donc voilà, un tube pour respirer.
Dans les comics qu'ils ont fait pour Alien, ils ont dit non, c'est une trombe naturelle. Hein, ça fait partie de l'espèce. Et malheureusement, par contre, dans Prometheus, ils ont décidé non, en fait, c'est juste un masque. Et donc, on voit que les ingénieurs dans Prometheus sont pas biomécaniques dans le même sens. Ils sont pas imbriqués avec leurs outils. Ils sont des corps dans une combinaison, dans un fauteuil. Et quand ils sortent, bah, ils sont comme nous. Ils sont très anthropomorphiques. On va regarder maintenant la vie, le cycle de vie d'Alien, en commençant par l'œuf. Et quelque chose que je voudrais vous montrer avec cet œuf, c'est qu'il est hybride. Il est hybride, pourquoi? Parce qu'on voit les mains qui sont assez humanoïdes. Hein, peut-être Jean-Sébastien aura quelque chose à dire là-dessus, mais on voit que ce sont des mains humanoïdes, mais en même temps, on compte 4, on assume qu'il y en a 4 de l'autre côté, ça veut dire qu'ils ressemblent aussi les pattes d'un arachnide. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a, vous savez, Darwin, lui, il ne faisait pas une hiérarchie des espèces pour Darwin, il n'y avait pas de généalogie. Mais nous, dans nos têtes, on aime bien penser que nous sommes supérieurs aux autres espèces, et on n'aime pas l'idée que nos caractéristiques soient mélangées avec des espèces qu'on considère comme inférieures. Il est d'ailleurs attaché à ce qui ressemble à un ver de terre, qui, le queue forme une sorte de ressort. Mais c'est un hybride dans un autre sens. Donc, c'est humain et non humain dans le sens qu'on dira primitif. À nouveau, ça, c'est pas une idée darwinienne, mais bon, on pense comme ça dans notre tête. Mais c'est aussi un hybride dans un sens sexuel. C'est-à-dire que on a là ce qui est un sac d'embryons, d'accord, qui va planter dans son victime. Et là, on a un autre sorte de proboscis, mais qui en fait est un ovipositeur. Pourquoi? Parce qu'il va poser ses embryons dans le hôte, dans son victime. Et donc, ce sont des fonctions quoi? Les fonctions de ces organes sont femelles. Et pourtant, si on regarde comme ça ressemble plutôt à un pénis et un testicule. Donc, visuellement, il mélange les aspects mâles avec femelle. Et on va voir que ça revient avec la créature d'Alien. Et donc, voilà la fameuse étreigneur de visage. Là aussi, on voit que dans les images très tôt d'Alien, de Giger, excusez-moi, elle a déjà imaginé des créatures comme ça. Hein, voilà, elles se ressemblent beaucoup. Et on voit aussi que fonctionnellement, qu'est-ce qui fait le étreigneur de visage? Bah, il met son victime dans un coma. Et voilà, regardez ces images-là. On a des gynomorphes, hein, des femelles humanoïdes, des gynomorphes, qui sont immobilisées. Elles sont immobilisées. On couvre le visage. C'est exactement ce qu'on a ici aussi. On donne de l'oxygène. Et le étreigneur de visage fait pareil, il donne de l'oxygène. Et on soupçonne qu'il féconde. Voilà, ces gynomorphes, elles sont fécondées par ces machines. Et c'est pareil, l'étreigneur de visage fait exactement la même chose. La différence avec l'étreigneur de visage et ces images, c'est que la victime est mâle. Donc, une fois de plus, nous, on aime bien penser que nous sommes une espèce dimorphie qui est mâle et femelle, et dans le système de reproduction, ça marche comme ça, mais pas avec Alien. Avec Alien, c'est inapplicable. Voilà. J'espère que tout le monde a vu le film, parce que là, il y a un gros spoiler. Et on a comment on dit en français, le chestbuster, exploseur de poitrine, je dis qu'on en dit, mais on voit que également les images de Giger
ressemble la forme de cette créature. Mais on fonctionne aussi. L'œuvre de Giger anticipe. Pourquoi? On voit ici le corps de l'utérus d'une femme qui prend la forme de quoi? D'un revolver, et qu'on voit les petites fœtus qui prennent les formes des balles. Et donc, on a quoi? On a des projectiles fétales. Et c'est ça, les chestbursters, c'est un projectile fétal. Et d'ailleurs, on voit un mélange de naissance et de la mort. On voit ici ces machines à mort-né que lorsque le fœtus sort, boum, il a la tête coupée, il est trépané, ou là, il a l'œil crevé. Nouveau, il y a une petite différence avec le film parce que c'est le hôte qui meurt, pas le mère, mais le fœtus, je veux dire. Mais quand même, cette idée de naissance et de mort sont mélangées et avec l'écriture du Alien et avec l'œuvre de Giger. Voilà l'image que Ridley Scott choisit comme modèle pour l'adulte, l'alien adulte. Il a parlé de cette grosse tête phallique, mais c'est pas juste la tête. Il porte aussi, je dis toujours, je fais un erreur quand je dis ça, c'est un godet mission ou quelque chose comme ça. Donc un phallus strap-on. Et si on regarde, on voit que, voilà, on voit que les glands sont quoi? Les glands sont transparents, donc on ne sait même pas si c'est un matériel qui est organique ou inorganique. Donc une fois de plus, un mélange entre les deux. Mais on voit aussi qu'à l'intérieur, il y a un petit squelette avec une petite tête là. Donc c'est comme des homuncules squelettiques qui, dans un moment d'éjaculation, vont sortir. Et qu'est-ce qui sort? Bah, c'est la mort, hein. C'est un squelette. Donc, mélange de Eros et Thanatos nouveau, de la mort et la naissance. Donc, Giger dit, pourquoi cette tête comme ça? Il a dit, bah, c'est pour cacher un don, excusez-moi, une langue. Et on voit qu'il a déjà imaginé des langues mortelles. Regarde ici, qu'on a. Les langues mortelles, mais il a aussi imaginé des langues qui sont phalliques. Et avec la langue de Alien, on voit que c'est phallique, et d'ailleurs, la dentition, ou la dentition, excusez-moi, est exactement le même de ce qu'on voit ici, ce qui veut dire que c'est un pinus dentata, ce qui sort de la bouche de cette créature. Quel est alors le sexe d'Alien? Avec cette tête phallique, le fait qu'il chasse la femme Ripley à la fin, tout ça suggère que c'est un mâle. Mais non, c'est pas aussi clair que ça. Si on regarde ici, par exemple, on voit que tous les stages de la créature sont représentés. Et regarde l'adulte. L'adulte, elle est modelée après, elle prend comme modèle une déesse égyptienne. Hein. Cette image-là est très influencée par l'iconographie égyptienne. D'ailleurs, si on regarde ici plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que ressemble une selle aux pointes de reproduction, de réplication. Et ça suggère que c'est peut-être un utérus qui est là. D'ailleurs, si on regarde, on voit que dans l'œuf, il y a, oui, bien sûr, un vagin, mais aussi ces petites flagella qui suggèrent que l'objet est quoi? Bah, l'objet est un spermatozoïde qui va direct vers un œuf en train de diviser dans cette figure. D'ailleurs,
J'ai eu la chance de voir cette image-là en taille nature en novembre 2020 au musée des Giger. Il y avait une exhibition avec les croquis pour Alien. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir ce croquis. Et on ne le voit pas très bien ici, mais en fait, il y a, bon, ça pourrait être peut-être les tubes fallopiens hein, qu'on voit là, mais ce qu'on ne voit pas dans cette image-là, c'est qu'il y a un vagin aussi. Donc, c'est femelle. Mais en même temps, dans cette même exhibition, j'ai vu des autres croquis avec des suggestions des pénis. Donc, c'est comme si Giger lui-même n'a pas décidé est-ce que cette créature est mâle ou femelle. Ce n'est pas décidé. Par ailleurs, si on regarde les têtes phalliques, on voit qu'il y avait d'autres créatures qui sont clairement femelles, qui ont eu aussi les têtes très allongées et phalliques. Et d'ailleurs, c'est quoi l'origine de ces têtes allongées dans l'œuvre de Giger? Bah, c'est la chevelure d'une femme. Et d'ailleurs, on voit plein des images, sont parfois comme méduses, des autres bizarreries, mais c'est lié avec les chevelures des femmes. Et parfois, ça se mélange avec comment on dit ça, ces chapeaux égyptiens, de forme égyptienne. Et bien que Giger n'a pas travaillé sur le sequel Aliens de James Cameron, on sait que Cameron bon, il était un collecteur de Giger, et on sait aussi que Stan Winston était un grand admirateur de Giger, et donc moi je soupçonne très fortement que le crête de la reine trouve son origine dans ce genre d'imagerie qui est dans Giger. Donc voilà. Donc pour conclure, qu'est-ce que j'espère vous montrer, c'est que les images de tous les stades de vie de la créature ont été influencées par les imageries de Giger, mais aussi leur fonction. Donc, que ce soit la façon de mettre l'œuf dans un hôte, que ce soit d'exploser de la poitrine, etc. D'autres choses, j'espère que je vous montrerai, c'est l'hybridité extrême de cette créature, qui est tellement une hybride d'un point de vue sexuel. On ne peut même pas dire si c'est dimorphique ou non, si c'est un hermaphrodite, on ne sait pas. Et deuxièmement, cet mélange de le biologique et le mécanique. Donc voilà, je vais arrêter là et passer à Jean-Sébastien qui aura certainement plus à dire. Ok, merci Christopher. Effectivement, on a affaire vraiment à une œuvre hybride. On est entre la vie, la mort, on est entre le sexe mâle, le sexe femelle, on est entre une cryostase, enfin un état œuf ou presque larvaire qui peut durer ad vitam aeternam par rapport à nous, potentiel hôte du monstre, et une hyperactivité développementale, parasitoïde. Enfin, on a vraiment affaire à une œuvre extrême et hybride. Et du coup, on a proposé ce livre qui est hybride aussi, puisqu'on parle d'aliens entre art et science. Et je me souviens, moi, je me suis régalé de travailler avec vous et avec Raphaël aussi, notre éditeur qui est là. Et je me remémore aussi la préparation du livre avec Roland. On était allé au cinéma voir Prometheus, carnet et crayon en main pour prendre des notes. Et puis pour pouvoir en fait dégrossir un petit peu les différents thèmes scientifiques qu'on peut traiter à partir de cette saga. Alors moi, ça m'a permis de revoir les films, toute la saga, y compris en fait donc Prometheus, le livre, notre livre est sorti en grosso modo, hein, tu me corriges Raphaël si je me trompe, entre Prometheus et Covenant. Donc, il faudrait presque imaginer un deuxième livre uniquement sur Covenant et puis d'éventuels
extension plus ou moins de type flagelle ou tentaculaire de la saga. Mais voilà, c'était un exercice vraiment agréable, d'autant plus que en termes de sciences naturelles, pour moi, de biologie, il y a énormément de choses à dire. Dans le livre, j'ai traité d'ontogénie, c'est-à-dire le développement, que tu as très bien expliqué, Christopher. J'ai traité de phylogénie, donc j'ai essayé en fait de classer Alien en fait dans l'arbre du vivant tel qu'on le connaît actuellement. Donc pour ça, j'ai essayé de transcrire en fait la morphologie externe, ce qu'on voit en fait dans les films, en série de caractères qu'on appelle des caractères morpho-anatomiques dans le jargon en fait biologique, et que j'ai essayé ensuite de polariser justement en fonction des données développementales qu'on peut avoir. Hein. Tu parlais de caractères primitifs versus caractères dérivés tout à l'heure, en montrant en fait ce mélange entre différents sexes qui sont symboliquement présents dans l'œuf d'Alien. C'est un petit peu ce que j'ai fait aussi en termes de phylogénie. On peut parler aussi d'écologie, puisque finalement, tous les personnages humains, humanoïdes ou même animaux que l'on rencontre dans la saga ne sont presque que des supports évolutifs aux monstres aliens. Et puis on peut se poser aussi des questions sur la notion de monstre, bien sûr, et d'altérité, puisque Alien, et tu l'as bien montré aussi, Christopher, est à la fois très proche de nous en termes génétiques aussi, puisque on hybride finalement post-mortem la pauvre Ripley et par manip génétique, on arrive à ce qu'on appelle le newborn, qui est une sorte d'hybride entre humain sapiens en fait et xénomorphe au sens large. Alors j'aime pas trop le terme de xénomorphe, en fait je l'explique aussi dans le livre, parce que il faudrait taxer de xéno quelque chose, toutes les espèces extraterrestres que l'on observe pour l'instant dans les sagas littéraires, science-fictionnelles ou autres. Donc je propose en fait un autre nom de genre et un autre nom d'espèce, d'autant plus que Xenomorphus est déjà utilisé en fait en biologie chez différentes espèces de papillons notamment ou d'insectes en général. On voit que donc Alien est quelque part très féminine aussi. Elle a des doigts fins, allongés, assez gracieux. En même temps, elle est effrayante parce qu'elle présente plus de 5 doigts. Donc j'ai comparé aussi cette présence, on parle de polydactylie en fait en paléontologie, quand on observe plus de 5 doigts chez les tétrapodes, donc chez les vertébrés qui présentent en fait des bras et des jambes, hein, en gros, environ 30 000 espèces actuelles. En général, on a une base de 5 que l'on peut faire varier plutôt inférieure à 5. Hein. On pense par exemple aux chevaux qui ont un seul doigt fonctionnel. En fait, il y en a 3 quand on regarde le squelette d'un cheval actuel. Les deux autres doigts du cheval par rapport au doigt central sont des petits stylets en fait osseux qui ne sont plus fonctionnels, mais qui étaient fonctionnels chez l'ancêtre du cheval qui présentait plus de 3 doigts, en tout cas des doigts bien un peu plus symétriques, on va dire, qu'uniques, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce qu'on observe en paléontologie, c'est que finalement, les tout premiers tétrapodes, donc les tout premiers représentants du groupe auquel on appartient, qui ressemblaient vaguement à des sortes de salamandres géantes, hein, on était entre la salamandre géante et le crocodile, même si tout ça, toutes ces espèces-là dont je fais référence n'étaient pas présentes à l'époque, eh bien, on observe 6 doigts, 7 doigts, en fait, en fonction des espèces de ces premiers tétrapodes qui ont environ 370 millions d'années. Et ça serait lié, en fait, à une origine plutôt aquatique. Donc, on peut aussi se poser des questions intéressantes sur le mode de vie alien, d'alien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer cette forme de vie-là, secondairement ou pas, aquatique, c'est-à-dire est-ce qu'on a un retour à la vie aquatique chez Alien, un petit peu comme les cétacés aujourd'hui ou d'autres espèces, ou est-ce que Alien est primitivement aquatique? Bon voilà, en fait Alien pose énormément de questions, c'est une œuvre d'art, d'abord hein, de Hans Rudi Giger, c'est une espèce donc, que je me suis amusé à décortiquer un petit peu avec les mêmes outils
que j'utilise quand je trouve un fossile entre deux strates géologiques. On a un petit peu une méthode d'extraction, entre guillemets, alors d'abord du fossile, certes, mais aussi des caractères, des fameux caractères morpho-anatomiques, pour savoir si on a affaire à une nouvelle forme de vie fossile, différente des autres ou pas, et où elle se place dans l'arbre du vivant. Et donc, voilà, je me suis vraiment régalé à disséquer ce monstre. Alors, j'en suis sorti vivant, mais on pourrait très bien imaginer, pourquoi pas un naturaliste. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un petit peu dans Covenant. On a des touches comme ça de David 2.0 qui rentrent quelque part dans la peau, c'est le cas de le dire, d'un naturaliste ou d'un médecin de la Renaissance. On sent en fait dans la saga une fibre très biologique, hein, évidemment, puisqu'on a un développement hyper complexe, parasitoïde, hein, puisque l'hôte meurt à la fin du cycle de reproduction. Mais en même temps, on a cette espèce de tradition, j'ai envie de dire, très naturaliste que l'on trouve hein, dans les œuvres aussi de Giger. Moi, j'ai eu la chance de visiter le musée Giger à Gruyère, en Suisse, et j'ai été vraiment surpris par toutes les études qui sont dans l'expo permanente, en fait, des œuvres de Giger. Il n'y a pas que le monstre alien, hein. Il y a aussi d'autres œuvres de Giger qui sont exposées, et notamment des études qui sont vraiment hyper fines, hyper précises en termes de morphologie, d'anatomie, de développement. Donc, je me suis vraiment régalé à essayer de m'arracher ce qui me reste de cheveux pour classer en fait Alien dans l'arbre du vivant. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour dérouler le topo, mais bon, on pourrait dire plein de choses en fait sur les sciences naturelles dans Alien. Au début, par exemple, au tout début de la saga, on voit que le premier contact que les humains ont en fait avec le monstre, c'est cette espèce de champ d'œufs dans une lumière un peu vague, un brouillard un peu inquiétant, et ces œufs paraissent presque effectivement fossilisés, hein, presque ornementaux, un petit peu comme des jarres, hein, qu'on retrouve d'ailleurs cette notion de jarre dans Prometheus à plusieurs reprises. Et il y en a plein, en fait, il y a plein d'œufs et on a un nombre assez impressionnant en fait de systèmes de reproduction latents. Et quand on compare ça en fait avec le monde actuel réel, en tout cas, on se rend compte qu'on a grosso modo deux grands modes de reproduction. On a le mode de reproduction de type R. Ah, j'entends, oui. Oui, on a le mode de reproduction de type R. Alors, c'est typique chez les insectes ou chez les poissons, par exemple, qui pondent beaucoup d'œufs et qui ne s'occupent pas après de leur progéniture. En fait, les alevins se démerdent dans la flotte et puis ils essaient d'atteindre une taille respectable, on va dire, le plus rapidement possible pour éviter de se faire croquer par des prédateurs qui passent par là. Idem chez les insectes. Donc ça, c'est la stratégie de type R. On a, nous, par exemple, humains, une autre stratégie, c'est la stratégie de type K, où on a peu de descendants par génération, en fait, mais par contre, il y a des soins parentaux qui sont apportés à la progéniture. Alors, c'est quand même un petit peu le cas aussi d'Alien, parce qu'on voit dans certains films hein, que elle défend quand même ses petits, et notamment le newborn, qui est un peu le protégé de la reine mère qui se reproduit. La reproduction est assez étrange. Alors, elle est dans le 4, elle est assez clairement parthénogénétique, hein, c'est-à-dire qu'on a une reproduction monoparentale, hein, ce qui est observé aussi chez les insectes, même chez certains lézards. Hein, c'est présent, c'est un mode de reproduction où, en fait, alors en général la femelle, mais parfois le mâle, produit en fait des descendants sans reproduction sexuée. Donc là aussi, on a vraiment affaire à quelque chose d'hybride, hein. On est entre la reproduction sexuée et la parthenogenèse, donc presque la reproduction asexuée. On est entre oui, la vie et la mort, hein. Je reviens aussi sur cet état de cryptobiose que l'on observe au début du film, quand les protagonistes se réveillent hein, de leur long voyage intersidéral.
Et c'est un petit peu la même chose chez Alien. On a des œufs qui sont là depuis des millénaires sans doute et qui vont s'activer lorsqu'ils détectent en fait des hôtes potentiels qui s'approchent et qui pourraient perdurer en fait les gènes de l'espèce. C'est finalement Alien, c'est une histoire d'hybride et de survie et on colle en fait une sorte de morale humaine sur des comportements parasites, etc. Mais la vie n'a pas de morale en fait, hein. L'évolution des espèces n'est pas forcément dirigée, ne fait pas ni le bien ni le mal. L'évolution est. Et puis voilà, alors on voit aussi toute la cupidité aussi et l'agressivité des humains pour exterminer cette forme de vie qui, bon, a été, on va pas trop spoiler non plus pour ceux qui n'ont pas vu Covenant, mais qui a été aussi manipulé à la base, hein, voire même créé. On peut parler même de sélection artificielle, voire même de sélection domestique, puisqu'on voit, bon là je spoil un peu, mais on voit en fait dans Covenant que David 2.0 travaille sur cette espèce de notion de domestication de sa créature qui prend des allures presque anthropomorphes. L'alien blanc, enfin blanchâtre dans Covenant, il est encore plus anthropomorphe que l'alien classique. Donc il y a plusieurs morphes et c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant on parle aussi en biologie de variétés intraspécifiques, donc pour décrire en fait différents individus de formes différentes qui peuvent quand même appartenir à la même espèce. Donc voilà, je me suis vraiment amusé à disséquer en fait ce monstre-là que je considère comme une espèce et pas finalement une espèce monstrueuse non plus, et qui relativise beaucoup sur la notion euh, de, d'horreur ou de répulsion qu'on peut avoir par rapport à la biodiversité, parce que finalement, et je terminerai là-dessus, Alien, il nous paraît monstrueux parce qu'il concentre en fait tous les traits que l'on considère, nous, répugnants de la biodiversité, c'est-à-dire une mâchoire préhensile, donc qui existe aussi dans la nature actuelle, chez les larves de libellules par exemple, ou chez plusieurs espèces de requins, on a une mâchoire qui se projette pour optimiser la préhension et la capture de la proie. On a des doigts griffus, on a une colonne vertébrale saillante, on a une tête un petit peu oblongue, on peut se demander ce qu'il y a à l'intérieur. On avait fait d'ailleurs il y a plusieurs années un article avec Roland sur l'encéphalisation. Enfin, on avait essayé d'imaginer quel caractère justement morpho-anatomique on peut faire rentrer plus ou moins de force dans ces grosses têtes d'aliens que l'on observe assez régulièrement dans la science-fiction, hein. On pense par exemple à l'image classique du petit homme vert ou du martien dans la SF un peu vintage, qui est une sorte de fantasme aussi de l'être super-humain du futur aussi. Alien a une tête très particulière, phallique, hein, clairement, mais en même temps, Alien n'a pas Dieu. En tout cas, dans la plupart des films, il n'y a pas Dieu, donc on suppose aussi des sens hyper développés pour pouvoir détecter des proies rapidement et des sens qui nous échappent aussi. Donc, soit en fait, Alien représente des traits un peu horrifiques, soit ce sont des traits qui nous échappent et qui augmentent le côté anxiogène en fait de l'espèce. Donc, bravo à Giger qui a vraiment dépeint cette espèce-là d'une manière hyper précise et pour lui rendre hommage, en fait, on a créé ou plutôt dédié en fait le nom d'Alien à Giger lui-même. Voilà, je vous en dis pas plus. Il faut nous lire aussi dans le livre. Merci. Vous retrouverez la référence de l'ouvrage d'ailleurs dans le chat. Je l'ai mis au début des échanges. Je vais le remettre tout de suite. On a quelques remarques d'ailleurs dans le chat. J'en profite. Donc, on a notamment une question par rapport au fait de l'hybridation. Est-ce que c'est pas ça qui fait que ça crée la gêne au niveau de l'humain est-ce que c'est ça l'œuvre de Geiger c'est ça qu'il a voulu choisir en fait pour créer cette gêne, cette révulsion Qu'est-ce que vous en pensez?
Christopher, tu veux répondre ou... Oui, je peux donner une point de vue. Il y avait un philosophe qui s'appelle Noël Carroll qui s'interrogeait sur ces questions. Et pour lui, c'est très clair que les monstres, en fait, sont des créatures qui on aime bien organiser nos pensées par le binarisme, les oppositions binaires comme vivant et mort. Or, comme Jean-Sébastien vient de dire, quand on voit ces œufs, ils sont à moitié fossilisés, donc ils sont un peu dans un état entre la vie et la mort, et ils sont entre les interstices. Et donc, c'est ça qui peut être dérangeant. C'est pareil avec la sexualité. On ne peut pas cerner. D'ailleurs, le fait que ce soit un homme dans le premier film qui soit violé, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'habitude de ça. On voit les femmes qui sont souvent les victimes des violences sexuelles dans le cinéma, et là, c'était un homme, et c'est vrai que beaucoup étaient dérangés par ça. Mais à nouveau, ce qu'on dit pour Alien, c'est que les catégories de mâles et femelles, on ne peut pas coller de façon très très claire. Donc oui, je crois que c'est pas forcément le fait de soit hybride, mais la façon dont il ne respecte pas les catégories avec lesquelles on aime bien clairement organiser notre monde. Et comme a dit Jean-Sébastien, avec un arbre phylogénétique, on peut pas avoir une espèce qui est partout, mais Alien, il est partout dans cet arbre. Alors ensuite, on avait une question qui était peut-être plus pour Jean-Sébastien par rapport à la bipadie du alien du premier et du deuxième film. Et puis finalement, dans le troisième, on a plutôt une créature qui se dépasse à quatre pattes. Est-ce que ça a modifié le nombre et la forme des doigts, par exemple? Est-ce que tu as pu regarder si ça avait changé la morphologie A priori, non. Le nombre de doigts reste à 6, quel que soit le film, quel que soit on va dire l'opus dans la saga. Mais effectivement, on observe différents types de locomotion. Bipède temporaire, quadrupède quand la bête court en fait. Ça c'est assez typique aussi des dinos. Il y a certains dinosaures, je pense aux ornithopodes, le genre Iguanodon par exemple, qui a été reconstitué autrefois au siècle dernier comme un gros reptile patau quadrupède, un peu entre guillemets mal adapté à son environnement. Ça, c'était l'image des dinosaures d'autrefois. Et maintenant, grâce à plusieurs squelettes découverts entre-temps, grâce à l'analyse en fait des tissus osseux à l'intérieur, donc même du squelette, grâce à des méthodes d'ailleurs non destructives de type CT scan et autres, on sait que l'iguanodon était bipède temporaire. Donc bipède temporaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est en mode cool, il est bipède, et puis dès qu'il faut tailler rapidement pour échapper à un prédateur, ou dans le cas d'Alien, pour courir après en fait une proie, là les quatre pattes permettent d'optimiser en fait la vitesse au sol en tout cas, ou au sol dans le vaisseau ou autre. Et puis alors, il y a, je crois que c'est dans le troisième, si je me souviens bien, on le voit nager aussi. Oui. C'est dans la résurrection de Genet. C'est dans le 4. Oui, c'est Ouais. dans Ah, le c'est 4. dans le 4. Oui, Ok. c'est celui de Genet. Et on le voit nager. Et en fait, quand il nage, ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on voit que la colonne vertébrale et le corps en entier a un mouvement en fait latéral et pas horizontal. Et ça, c'est assez typique des reptiles aussi. Vous avez des crocos marins, où en général les crocos sont quand même assez aquatiques pour la plupart. Ils se déplacent en fait par ondulation latérale du corps, un peu comme les serpents aussi. Quand les serpents nagent, on a une ondulation latérale. Au contraire, chez les cétacés, donc chez les mammifères réadaptés au milieu aquatique, on a une ondulation qui est verticale. Et donc, on a une réorganisation complète en fait des muscles du dos quand on retourne au niveau aquatique en tant que mammifère. Et là, Alien présente plutôt, en tout cas, une locomotion aquatique de type reptile avec une ondulation donc latérale.
et puis une queue assez longue et robuste qui va aider justement à la propulsion du corps. Donc oui, il y a plein en fait de modes de vie, enfin de modes de locomotion qui permettent d'affiner un petit peu l'identification. Et on parle de biomécanique. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que la biomécanique au niveau artistique, c'est un courant, hein, tu me corriges Christopher hein, si je dis des bêtises, mais c'est une sorte de courant ou de style inventé par Giger, hein, ce Oui, oui. mélange entre l'organique et le mécanique. Et en sciences naturelles, la biomécanique, c'est l'étude des articulations des os les uns par rapport aux autres pour étudier quand on n'a qu'un squelette, hein, quand c'est mon cas en fait en tant que paléontologue, on n'a que des squelettes. Quand on travaille sur des vertébrés, bien sûr, hein, il n'y a pas que des squelettes qui se fossilisent, mais quand on a un squelette, pour reconstituer en fait la locomotion, on utilise cette méthode-là qu'on appelle donc la biomécanique pour calculer. Alors maintenant, ça se fait en 3D hein, assez facilement. On optimise en fait et on calcule les angles possibles entre deux ossements qui sont connectés et qui permettent de faire des interprétations sur la locomotion. Donc voilà, grâce à ces différents types de locomotion, vus chez Alien au cours de la saga, on est capable un petit peu de mieux le comprendre. Mais comme tu le dis très bien, Christopher, il nous échappe quelque part toujours parce que il est tellement hybride et non chimérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une tête d'insecte montée sur un corps pseudo-humain ou un truc comme ça. Giger, il est allé beaucoup plus loin que le creature design de type chimérique un peu classique. On a vraiment une entité biologique unique, à part entière, qui fait sens parce que tout est connecté et tout est finalement plausible et logique tellement tout s'organise très bien au niveau du développement, etc., que tous les caractères que Alien présente, insectoïdes, humanoïdes, de type vertébré, locomotion de type reptile éventuellement, développement de type arthropode, parasitoïde, etc., eh ben, le place sur quasiment toutes les branches du vivant. Donc là, voilà, on se creuse encore la tête pour savoir où on pourrait le placer. Alors, j'ai une petite idée, bien sûr. Moi, je le placerai Alien sur l'arbre du vivant, à la fois vers le nœud entre les arthropodes et les tétrapodes. Donc on serait à la base un peu des autres animaux classiques comme les différents types de vers ou autres, mais en même temps, bon voilà, il pose encore question, quoi. C'est ça qui est génial dans la saga, c'est que on n'a pas fini de se creuser la tête et de diffuser les connaissances, enfin de parler de nos disciplines grâce à lui, quoi, grâce à Alien. Est-ce que je peux juste ajouter une toute petite chose? C'est que Giger était invité de travailler sur le troisième. Il était traité de façon vraiment pas très sympathique par David Fincher, mais il avait créé, lui, non pas une version canine, mais féline, qu'on en voit là. Et on voit qu'il y a néanmoins la bouche humaine d'une femme. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que lui aussi avait créé un quadrupède, une version quadrupède. Alors là, il y a plein de remarques qui arrivent au fur et à mesure dans le chat. Donc, il y avait une remarque notamment par rapport au côté incubateur. C'est vrai que dans le 1 et le 2, c'est que dans des êtres humains, mais dans le 3, il y a eu deux versions, il me semble. Une avec un chien et une avec une vache en fonction de la version Director's Cut ou pas. Est-ce que ça a un impact a priori pas sur le développement que... Euh, Ça, en fait, Alien optimise, finalement, ne fait qu'optimiser son mode de reproduction en utilisant uniquement, enfin, a priori, Alien a besoin on va dire, d'hôtes sans chaud. Peut-être pour des raisons de thermorégulation au stade pré-adulte, hein, au stade au pluriel, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs stades, du stade larvaire au stade chestbuster, enfin facehugger, chestbuster, et puis ensuite on a un stade, on va dire, juvénile post-métamorphose qui grandit par allométrie de croissance et puis donne l'alien classique adulte. Donc j'ai envie de dire que
tout est bon à prendre pour Alien pour permettre en fait à la bête de survivre, hein, de se reproduire autrement que de laisser ses œufs quasiment à l'abandon dans l'attente éventuelle d'un hôte qui se balade par là, quoi. Donc, et ça renforce le côté, on parle de plasticité en fait, alors c'est un bien grand mot, hein, plasticité génétique ou plasticité phénotypique, c'est-à-dire cette capacité du vivant bah, à s'adapter tout simplement, à présenter des formes différentes, à présenter, à modifier même un petit peu son génome. Alors d'une certaine façon et avec un seuil, hein, bien sûr, parce que sinon on passe éventuellement d'une espèce à une autre, mais c'est vraiment un canon de l'adaptation plastique et biologique, cet alien-là, parce que il ne se limite pas à une seule espèce hôte pour permettre en fait son mode de reproduction, son mode de développement. Et on observe en fait, et ça existe aussi dans le monde réel, des parasites qui vont utiliser différents types d'hôtes pour pouvoir se reproduire. Une petite anecdote, c'est que Alien 3 est sorti en 92 et déjà en 79, Ridley Scott parlait du fait que Alien peut se reproduire avec d'autres espèces et il a mentionné quoi? Il a mentionné un chien, ce qu'on voit finalement dans Alien 3. Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les remarques. En tout cas, il y avait une par rapport aux tubes qui sont dans le dos de l'alien. Est-ce que vous pensez que c'est pour la respiration, par exemple, comme quand on le voit quand il est derrière Newt, qui remonte, qu'il était sous l'eau? Est-ce que ça serait pour cette respiration? Est-ce que c'est une réflexion que vous vous êtes posée ou pas? Alors oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, bah, on n'a pas trop de réponses par rapport à ces tubes bizarroïdes, ces espèces de tuyères dorsales qui fonctionnent par paire, enfin qui sont présentes le long du dos par paire. Est-ce que c'est des sortes de tubas pour permettre ou qui évoquent justement la nage en fait, enfin le mode de vie aquatique? Est-ce que on a affaire à des systèmes de tuyères d'excrétion des gaz pour des appareils respiratoires? Je pense qu'il y a plusieurs solutions possibles. Je ne sais pas ce que éventuellement Giger avait en tête, là au niveau de l'intention en fait de l'auteur, si jamais il avait une intention derrière ces caractères morpho-anatomiques, mais J'en ai pas trouvé, mais par contre, quand il a commencé à travailler sur le troisième, il imaginait que les créatures étaient capables de faire des sons. Et donc, il imaginait comme une sorte de orgue naturel. Et donc, c'était pour produire des sons. Mais il se peut que c'est venu après. Il a déjà fait ce tableau Necronome 5 où on voit ces excroissances. Donc, voilà. ça c'est intéressant parce que ça voudrait dire que les aliens communiquent en fait par ben, un système sonore, on va dire, peut-être plus ou moins classique, hein, puisqu'on a affaire à l'image de l'orgue ou du canal en fait qui dilate donc l'air pour créer des sons et ça fait penser au Parasaurolophus, ce fameux dinosaure trompette là avec sa crête Mm. nasale en arrière et qui permettait, en fait, on a testé ça en soufflerie. On a mis un crâne de Parasaurolophus en soufflerie pour reconstituer en fait le son d'une manière plus ou moins fidèle, hein, parce qu'il y a peut-être la corne en question qui n'était pas une vraie corne, hein, mais le tube en question était peut-être tapissé de muqueuses qui peut-être adoucissaient certaines gammes de sons ou autres. Et en tout cas, ça pose question sur la communication spécifique Mm. entre les individus. Et c'est intéressant parce que peut-être qu'Alien communiquait en plus de son écolocation, parce que l'absence d'yeux, quand on est un prédateur, implique en fait la présence de sens hyper développés, autres que la vue, donc, hein, évidemment. Et on a pensé avec Roland que dans ce crâne céphalique, on melon. pouvait très bien avoir un melon, c'est-à-dire une excroissance
plutôt graisseuse en général qui est présente chez les cétacés et qui permettent justement l'écholocation par interférence entre guillemets ou par en fait cartographie sonore de l'environnement. Et d'ailleurs, le vent-tête de Chestburster, celui qui saute la chest, si on regarde, ça ressemble vraiment à un beluga. Et c'est flagrant en fait dans Covenant. Oui. L'alien blanchâtre a vraiment un melon au-dessus du crâne et presque une tronche de dauphin, quoi, enfin, de beluga. Oh là oui, j'avais pas vu. Ils ont remis plein de choses, mon Dieu. Alors je pense qu'on va pas pouvoir poser toutes vos questions parce qu'on a déjà bien dépassé le temps. Mais je vais juste en poser une petite dernière. Il y avait une question par rapport à est-ce qu'il y aurait une inspiration Lovecraftienne derrière le travail de Giger? Bon, pour ça. D'accord, on en reprend pour une demi-heure, c'est ça? Vous avez 4 heures. C'est la question courte. Il faut acheter un autre livre pour ça. En fait, j'en ai déjà traité les questions et j'ai commencé à travailler sur Giger grâce à Lovecraft. Et en fait, je me suis posé les questions. Pourquoi le titre, tout à l'heure, elle a dit, vous avez montré le Necronomicon. Voilà. Et le mot Necronomicon, donc ça c'est le livre qui a rendu Giger célèbre, et le mot vient évidemment de Lovecraft. Mais en puisant, ce que j'ai découvert, c'est qu'il est devenu fan de Lovecraft. De ce que je sache, il connaissait un petit peu quand il était jeune, mais il est devenu un très grand fan plus tard. Après, il a commencé de construire son univers. Et en fait, ce qu'il dit lui-même, c'est que c'est le nom qu'il a fait un petit quelque chose dans sa tête. Ah, ça marche. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, je peux vous envoyer, hein, j'ai montré qu'en fait, c'est un titre qui marche très, très, très bien pour ce livre, mais qu'il n'y a pas d'influence directe. Il y a beaucoup d'affinités. Ils partagent beaucoup de choses ensemble, mais on ne peut pas faire une affiliation ou une influence directe. Voilà. Et je dirais même, une autre chose, si on parle d'Alien, je suis contre l'hypothèse que Alien soit un film Lovecraftien. Et donc, je crois que j'en parle un petit peu dans le livre, que le scénariste Dan O'Bannon, oui, mais que Walter Hill, qui a révisé 80% de scénario, et Ridley Scott étaient eux-mêmes, et ils ne connaissaient même pas Lovecraft. Et donc, voilà, ça c'est notre argument, mais je crois non plus que Alien soit un film Lovecraftien. Voilà. Donc, en termes de phylogénie, Lovecraft et Giger ne sont pas taxons frères. Oui. De Voilà. toute façon, j'ai la preuve ici. Ceci est un Cthulhu et on voit bien que ça ressemble absolument pas à Alien. Voilà. On est d'accord. Voilà. Donc, Jean-Sébastien pourra nous le confirmer, mais regardez, même visuellement, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est un authentique Cthulhu. Voilà. Et ça, c'est un chimère. Hein. Ah oui, alors, chimère. ouais. Ah oui, là, Cthulhu, c'est une chimère. Ouais. Ouais, voilà. Moi, j'avais une dernière question, du coup, qui n'est pas dans le chat. Moi, c'était plus par rapport à toutes ces substances qu'on peut voir, soit cette espèce de slime qui le recouvre, soit cet acide qui viendrait d'où, finalement, et pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous en pensez? Roland, tu veux répondre, non, sur la base? Oui. Oui, alors je peux évoquer des choses qu'on avait, des discussions qu'on a eues avec Jean-Sébastien, mais que Sébastien va compléter. Alors d'abord la bave, c'est quand même, ça fait, pour les trucs qui sont noirs, qui bavent et qui ont des dents, en général, on n'aime pas trop. Il y a un aspect quand même efficace pour faire peur, horrifique quand même, bon. Mais en même temps, les hypothèses qu'on avait émises avec Jean-Sébastien, c'est que cette bave, elle peut être bien utile, comme notre salive,
C'est bien utile pour la déglutition et ça lubrifie quand même, ça descend mieux quand on a de la salive. Hein. Essayez de manger un petit beurre, ça va passer. Essayez de manger 3 petits beurres ou 4 en 1 minute. Vous dites facile, vous allez voir, c'est pas facile du tout. Et en fait, vous n'arriverez pas à en manger 4 parce qu'il n'y a pas de salive et voilà, vous n'avalerez pas. Donc, bon, il doit avaler des astronautes entiers ou des machins entiers. Donc, peut-être ça va l'aider un peu de bave. Ça, c'était une possibilité de lubrification. Mais il y a aussi, on voit chez certaines bestioles comme les varans, qui ont aussi une salive très abondante. Et chez les varans, la salive très abondante, elle est occupée aussi, c'est un petit écosystème qui est occupé par tout un tas de bactéries avec lesquelles les varans vivent très bien. Mais une proie mordue par un varan se retrouve à avoir une septicémie, simplement parce qu'elle est mordue par le varan. Elle n'est pas vraiment tuée par le varan, par sa morsure, ça lui met quand même, bon, c'est pas très agréable, mais surtout, il lui décharge une bonne quantité de bactéries dans le sang et il n'a qu'à attendre qu'elle meure de septicémie quelques jours plus tard. Et le varan, assez tranquille, la suit et la dévore après. Donc ça pourrait être aussi une forme d'arme biologique hein, avec cette bave. Bon, il y a déjà tout un tas d'autres systèmes de défense. Et son sang en serait une, c'est-à-dire que si jamais on réussit quand même à percer ses défenses, d'avoir ce sang extrêmement corrosif, ben, ça permettrait de, finalement, l'adversaire se dit, oula, je vais arrêter de lui taper dessus parce que finalement, il y a aussi des coups à prendre, même quand tu lui coupes un morceau. Et puis, le fait que ce sang devienne acide, on peut se poser une question qui est là, pour le coup, une question de logique. On se dit, mais attends, ce sang, il est corrosif pour le métal du vaisseau. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais il n'est pas corrosif pour les vaisseaux sanguins, pour les tuyaux, disons, organico-aliens qui transportent ça. Donc, c'est quand même très, très curieux, quoi. Et donc, en fait, ça pourrait être un sang en fait, qui se transforme, dont les propriétés se transforment au contact de l'air, par exemple, ou en étant tranché, ça libère un autre produit. C'est ce qu'on appelle, dans le domaine militaire, les mélanges binaires. Qu'on utilisait ça notamment dans les gaz de combat. Alors, les gaz de combat très anciens de la Première Guerre mondiale, simplement, on jette du chlore. Et le chlore est intrinsèquement un gaz dangereux pour l'espèce humaine, et puis d'autres gaz. Mais il y a aussi, il faut penser à la sécurité de ceux qui manipulent ces mélanges. Et dans les obus chimiques modernes, hein, si j'ose dire modernes, enfin, c'est pas des situations très agréables, les gaz, enfin, le gaz final toxique, le neurotoxique final, eh bien, il est, ou comme dans les cols, on voit aussi une remarque sur les cols époxy, en fait, ça mélange binaire, l'un et l'autre ne collent pas, l'un et l'autre ne tuent pas, mais leur mélange se transforme, produit le gaz ou le mélange collant ou le gaz finalement qui va tuer les gens. Et donc du coup, ça pourrait être quelque chose comme ça, on avait imaginé ça avec Jean-Sébastien, que ça pourrait être ce sang, en fait, se transforme, c'est un des composants d'un mélange binaire, soit à l'oxygène de l'air, soit parce que ça coupe aussi d'autres glandes de la surface de la peau qui mélangent, etc., et qui devient très acide à ce moment-là. Voilà, donc c'était une autre possibilité. Donc on voit qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment d'exemple. Enfin, si, il y a quand même des êtres vivants qui balancent des mélanges, là, qui pour le coup ne sont pas très acides, mais surtout sont très chauds. C'est ces espèces de coléoptères qu'on appelle bombardiers, et qui mélangent, qui envoient un mélange et par oxydation du liquide, je ne sais plus le nom du liquide qu'ils envoient, par oxydation très exothermique, eh bien, ça provoque une élévation et il jette littéralement un liquide chaud à plus d'une centaine de degrés de température sur ses adversaires. Alors quand c'est vous, ça vous brûle un peu, mais quand c'est un coléoptère qui a la taille du coléoptère, enfin quand c'est un insecte ou une bestiole qui a la taille du coléoptère, inutile de vous dire que je ne vais pas dire que ça la refroidit, ça la refroidit en la chauffant, quoi, on va dire ça comme ça. Donc il y a des choses comme ça qui se passent dans le vivant. Les fourmis projettent effectivement de l'acide formique, mais là c'est de l'acide, très strictement de l'acide, c'est pas vraiment un mélange binaire, mais dans le cas de ces coléoptères bombardiers, c'est un mélange qui se transforme, qui n'est pas de même nature à l'intérieur du coléoptère, et puis une fois qu'il est éjecté. Et donc voilà, ça permet d'évoquer ça. Donc encore une fois, on voit tout l'intérêt. D'abord, la richesse de la discussion qu'on peut avoir. À la fin, on ne sait pas, mais c'est pas très important, évidemment. C'est pas très important. Si, il y a l'étude que fait Chris quand il regarde les origines esthétiques, les origines intellectuelles de ces œuvres. Mais ce qui est intéressant, enfin pour Jean-Sébastien et moi, et pour Frédéric aussi, c'est finalement de s'en servir, comme c'est une œuvre extrêmement riche, de s'en servir, d'en discuter et d'imaginer des choses. Ça met en œuvre, ça pousse finalement à imaginer des tas de choses et à mobiliser des tas de connaissances pour à la fin, on n'a pas de réponse définitive. Évidemment, cet être est tellement hybride que il est trop hybride pour être réel, enfin pour être compréhensible, en tout cas avec ce que l'on comprend, avec ce que l'on sait. Mais ça permet d'en discuter et d'évoquer tout un tas d'éléments d'êtres vivants terrestres réels qui sont souvent
ignoré, parce que quand on dit cite-moi un animal, veau, vache, cochon, éléphant, les poules ou les pigeons, et puis voilà. Et après, les coléoptères bombardiers, toutes les bestioles bizarres des temps anciens, des bestioles disparues, etc., tout ça, on les ignore essentiellement. Donc ça permet voilà, d'évoquer un peu tout ça. Si je peux donner dire deux choses. Cette idée de deux substances qui changent le contact de l'air, s'il y a parmi vous qui avez regardé Game of Thrones, vous aurez peut-être remarqué que dans les dragons, ils ont deux tubes là, assez prononcés dans la bouche. Et en fait, ça vient d'un autre film qui s'appelle Reign of Fire, qui était en 2002 de Rob Bowman. Cette idée, c'est pourquoi les dragons crachent du feu, Bien c'est sûr. ça. C'est Ah, deux substances voilà, on qui... avait la même chose, on a fait avec Jean-Sébastien, on a commis un article sur comment les dragons pourraient cracher du feu. Ça peut Voilà. être deux substances qui s'enflamment Voilà. spontanément, enfin qui s'échauffent et ça enflamme le mélange. On avait imaginé que ça pourrait être une seule substance, du méthane, qui est produit par la digestion, par exemple, comme chez les ruminants, du méthane, qui est un gaz inflammable. Et les dragons, ils ont peut-être, en crissant des dents ou en faisant quelque chose comme ça, ils produisent une étincelle qui enflamme le souffle de méthane qui est éjecté par le Voilà. stock qui sont quelque part. Bref, on peut jouer avec tout ça, c'est ça qui est marrant, c'est on peut Oui, jouer oui, avec tout ça et essayer d'imaginer des choses qui ne sont pas réelles, très certainement pas réelles, bien sûr, mais c'est le jeu intellectuel qui fait plaisir et d'essayer c'est de ça. trouver la solution la moins mauvaise ou la plus originale, la plus crédible possible. Voilà. Une dernière chose à dire, sur toute le bave et l'acide, etc., il y a un célèbre essai sur Alien de Barbara Creed, écrit dans les années, ça doit être les années 80, j'imagine. Et en fait, son hypothèse, c'est que voilà, c'est un film sur la misogynie. Et qu'en fait, pourquoi elle parle de les trois naissances parthénogèses dans le film, et donc le terme de la naissance qui reviennent. Et pour elle, toute cette liquide, etc., qui sortent du corps, c'est comme le corps d'une femme qui donne naissance et qui perd des liquides, etc. Et donc pour elle, c'est une phobie chez les hommes qu'ils ont peur des femmes. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est un essai qui est très bien connu. Et donc, si vous voulez les chercher, voilà. Très bien. Et on avait une question, la dernière, promis. Sur Ah oui, l'alimentation, ça mange quoi en alien? Ouais. Très bonne question parce qu'il y a une mâchoire extensible, il y a des dents qui ont un aspect métallique. Alors, on ne sait pas si à l'intérieur, on a une structure dentaire vraiment de type métal et pas de type dentine ou bio-organique comme c'est le cas chez nous, enfin chez tous les vertébrés qui présentent des dents, c'est-à-dire 90% des vertébrés quand même. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que la denture, c'est-à-dire la dentition à l'état adulte d'alien, est hétérodonte, c'est-à-dire qu'elle présente tout simplement différents types de dents et ça suggère plutôt une alimentation généraliste. Alors carnivore, parce qu'on a un super prédateur quelque part, hein, à l'état adulte, hein, j'entends, carnivore, mais carnivore un peu généraliste parce que il y a des pseudo-incisives, il y a des canines, au fond on devine un peu des espèces de molariformes, bon, certes un peu pointues, mais la différenciation suggère du carnivore généraliste. Ouais. Voilà. Et Jean-Sébastien, est-ce que je peux juste... J'ai une hypothèse. Si on regarde le scène qui était coupé avec Dallas dans le cocon, on voit à un moment le mur de Nostromo qui était transformé. Donc, on peut imaginer que peut-être la salive, acide ou quelque chose comme ça a permis Alien de transformer le mur avec une résine ou quelque chose comme ça. Est-ce possible qu'ils consomment aussi les matériaux inorganiques? De type métaux, tu veux dire? Bah, ce qu'il peut trouver dans le vaisseau. Ah Donc, oui. je ne sais pas, le plastique, peut-être pas le métal, mais les substances inorganiques. Pourquoi pas? Dans le vivant réel, on observe que quand c'est le cas, on est souvent à la base des chaînes alimentaires
Il y a par exemple des bactéries qui sont autotrophes, c'est-à-dire qui puisent directement la matière minérale de leur substrat pour fabriquer de la matière organique. D'accord. Donc, peut-être que finalement, Alien contient cette espèce de parasite qui s'incruste en fait dans le corps de l'hôte, lui-même contient d'une manière à ce moment-là symbiotique des bactéries peut-être autotrophes, comme on observe au fond des océans par exemple, ou ailleurs dans des systèmes quand même écologiques, enfin écotrophiques assez particuliers. D'accord. Ouais, why not, ouais. Bien. Écoutez, je pense que ça sera le mot de la fin, parce que sinon on peut continuer toute la soirée. Donc on, Oui. Oui. on a déjà fait une demi-heure on a de pas- plus que ce qui était prévu. On n'a pas eu l'avis de l'éditeur. Non, je ne sais pas, parce que en fait, on fait beaucoup d'hypothèses, mais des fois, l'éditeur aussi choisit dans les hypothèses les plus probables ou les plus intéressantes. Non, je ne sais pas, je ne veux pas te pousser, Raphaël, Non, mais je pense que ça sera l'occasion. Il faudra faire une autre table ronde pour aller plus loin et parler Vous d'autres serez obligé choses. de revenir nous voir. Voilà. Parce qu'il y a et puis il y a Plaisir. Ben Frédéric qui a pas pu intervenir et qui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les androïdes, Maman, H, le fait que ce soit qu'Alien soit un anti 2001, Odyssée de l'espace, etc. Donc voilà, je pense qu'il faudra refaire une petite table ronde Ouais, c'est ça, pour exactement. compléter tout ça. Covenant, ce sera parfait pour Frédéric, si on fait quelque chose sur Covenant. Eh bien, on va y réfléchir. Bon, bah, voilà. En tout cas, nous, on sera très contents de vous accueillir à la Maison pour la Science. On espère en vrai, dans un amphithéâtre ou une autre salle, Avec plaisir. pour échanger directement et pas derrière nos écrans respectifs. Donc, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Et bonne À soirée. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.